Bonsoir. Au nom de l'association Demos et Débats, je vous souhaite la bienvenue ici à Thionville, à l'Adagio. Vous le savez sûrement, c'est dans les jours d'après, dans les mois même, après les terribles attentats de janvier ou novembre 2015, dans l'émotion et la force des incroyables manifestations républicaines des 10 et 11 janvier 2015, avec plus de 4 millions de personnes dans les rues de France pour le plus grand rassemblement de l'histoire moderne de notre pays, dont 6 000 dans celle de Thionville, que notre association, Demos et Débats, s'est imaginée, a construit avec le temps qu'il fallait son projet et s'est créé en 2018, forte également de l'histoire des 20 personnes à l'origine de sa création. Depuis notre lancement officiel en ce début d'année, c'est ce soir notre 11e rencontre et Philippe Val est approximativement notre 20e invité. C'est une rencontre qui était pour nous comme une évidence. Elle symbolise assez bien notre démarche associative, parfois nos parcours personnels, et la façon dont nous l'avons conçue sera l'image de nos autres soirées, si vous êtes déjà venus, c'est-à-dire réfléchie, littéraire, chantante, engagée et festive. Je voudrais procéder à quelques remerciements d'usage. D'abord à la ville de Thionville, avec qui nous avons signé en juin une convention de partenariat. C'est une aide financière pratique et logistique qui est évidemment essentielle. Et je remercie d'ailleurs le maire Pierre Cuny, qui n'est pas encore là, mais qui, je crois, va arriver, et Jackie Alvegot, adjoint à la culture, pour leur présence ici ce soir. Pour cette soirée, nos remerciements vont particulièrement à Fabien Fritsch du service culturel, à Boris Kuffler, Jérémy Pereira da Silva, Jean-Paul Ashbacher qui nous accueille ici à l'Adagio. Merci à notre équipe technique avec Jacqueline Mangin, assistée de Jérémy Granger et Cyril Magie. Merci également à la librairie Autour du Monde de Metz. Le livre, vous l'avez vu, est en vente là dans l'accueil. Et la séance de signature, pour des raisons de confort et de sécurité, se fera au premier étage de l'Adagio, à l'endroit où il y a également un bar qui est ouvert pour vous après la soirée. Merci également à Sarah Dubrion, aux éditions de l'Observatoire, et bien évidemment à toute l'équipe de Demos et Débats qui est éparpillée dans cette salle. Merci enfin à la centaine de personnes qui, au fil des événements, par le biais d'une adhésion, contribuent à notre financement, ainsi qu'à ceux qui donnent au chapeau que nous faisons passer à l'issue de chaque rencontre. Ce sera également le cas ce soir. Ce sont pour nous des sources de financement indispensables. Nous avons besoin de vous et nous vous remercions d'avance de votre soutien. Voilà, on va accueillir Philippe Val. Alors, la porte va s'ouvrir, là, logiquement. Voilà, Philippe. Merci à tous pour votre présence. Belle soirée à tous. Et cette soirée va démarrer avec en guise d'édito ce petit portrait visuel signé par Paul Didier et Timothy Gérard. C'est parti. Cette nuit je travaille tard, il saute sur mon piano noir et me fixe avec attention, assis sur une partition. Je venais de terminer Tu finiras clochard comme ton Zola, et je m'imaginais déjà ce qu'il avait fallu d'effort à un pudique de l'espèce de Philippe Val pour briser le filtre épais qu'il peut mettre parfois entre lui et le monde, et composer cette épatante traversée d'un demi-siècle de vie intime et publique. Enfin il ferme ses yeux d'or. Dans ce livre, un narrateur raconte au fils de Philippe la vie de son père, sa naissance chez un père boucher, l'absence de la mère, les années de pensionnat catho, la découverte de la littérature et de la musique, et tout ce que cela peut faire advenir dans la vie d'un jeune homme hypersensible et mal dans sa peau.
Brassens n'a pas été étranger à cet éveil, et Philippe lui rendra hommage quelques années plus tard dans une très jolie chanson. Car c'est l'un des leitmotifs de ce livre, payer sa dette auprès de ceux qui l'ont aidé à grandir. Si tu croises de l'autre côté de l'horizon l'ami Montaigne, Diderot et François Fillon, ils vont être contents de te voir. L'éternité, c'est emmerdant, sans un petit air de guitare pour faire danser les neiges d'antan. Plus tard, ce sera la rive gauche, ses cabarets, la rencontre avec un monsieur très drôle qui s'appelait Patrick Font. Les années 70, avec Gainsbourg, Ferré, Coluche, les années au sommet de l'affiche et les moments de doute profond. Il raconte les fractures, les blessures personnelles, l'aventure de la recréation de Charlie Hebdo, avec Cavana, Cabu, Renaud, les rencontres avec Bourdieu et Godard, les années à France Inter, les attentats, et aujourd'hui, ce que c'est que de devenir père et d'assumer l'ambition la plus grande de sa vie, laisser un monde à peu près respirable à son fils. Pourtant, ce récit est l'inverse d'un recueil d'anecdotes. C'est un livre profond, littéraire, sur la puissance de l'art, la nécessité de chérir la liberté, la mélancolie et la grâce. C'est une immense déclaration d'amour à Louis Jouvet, à Félix Leclerc, à Borges, à Mozart, Shakespeare, Spinoza, Montaigne ou à Charles Trenet. Pourtant, les chansons d'antan, celles de tes 20 ans, de ton vieux printemps, ne sont pas enfuies, elles dorment dans un... C'est une déclaration d'amitié au pianiste Paul Castagnier ou à Cabu. C'est un texte politique aussi, sur ce demi-siècle de foisonnement artistique, de libération des femmes, d'explosion de la liberté d'expression, mais aussi de banalisation de la violence, de complaisance d'une partie de la gauche avec les totalitarismes, et de montée des intégrismes, eux qui le forcent aujourd'hui à vivre sous protection policière. C'est dur d'être aimé par les cons. Philippe Val a fait une œuvre totale, la première qui le cerne complètement. L'individu faussement autoritaire parce qu'éternellement pas à sa place, qui, quand il se sent en confiance, n'aime pourtant que rire, parler de bouquins et de ses chats, gratter sur sa guitare et cuisiner des pâtes pour les copains. Qu'est-ce que vous ne quitteriez pas pour le grand amour? La grande amitié. C'est un livre pour ceux qui préfèrent l'amitié à la camaraderie, la grâce à la foi, la provocation à la complaisance, la discussion au bavardage et les rires au ricanement. C'est le livre d'un homme libre, malgré les menaces, qui est exceptionnellement à Thionville ce soir. Bienvenue Philippe Val. Merci et bravo. Je ne sais pas si je mérite ça, mais en tous les cas, merci Paul. Merci Paul et Timothée. Timothée, c'est très touchant. Merci beaucoup. Philippe, pour traverser ce livre, nous allons prendre ensemble des petits chemins buissonniers, parfois des routes un peu plus rapides, parce que ce livre fait 850 pages, ça a été dit. On va croquer ensemble des moments de vie, s'arrêter là où on pourra, car il est bien évidemment impossible d'en faire le tour en une soirée. Et le meilleur moyen d'embrasser cette œuvre, c'est, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, de se plonger dans sa lecture et de le dévorer. Et comme les mots et la musique, la chanson sont un des fils rouges de ce livre, il y a ce piano noir. Vous êtes venu avec votre guitare et nous ferons tout à l'heure une troisième partie musicale avec quelques-uns des personnages qu'on retrouve dans les pages de votre livre. Quand ce livre s'ouvre, nous sommes en juin. Philippe est dans une chambre d'hôpital, en train de tenir la main de sa mère agonisante. Quelques jours après, à ses funérailles, il lui chantera du Trenet, une chanson que vous connaissez tous forcément, qui dit « Que reste-t-il de ces beaux jours? Que reste-t-il de tout cela ?» Quelque temps plus tard, sa compagne lui annonce qu'elle est enceinte.
Un petit garçon arrive, il aura 6 ans dans quelques semaines, et ce livre lui est adressé. Alors c'est un long récit, c'est marqué récit, c'est pas marqué roman, c'est pas marqué autobiographie, c'est écrit à la troisième personne, vous nous direz peut-être pourquoi vous avez fait ce choix littéraire, où le narrateur raconte au fils de Philippe l'histoire de son père. Et la première question que j'ai envie de vous poser, Philippe, c'est d'où vient ce livre ? Est-ce qu'il fallait qu'un enfant arrive pour que vous ayez besoin de raconter cette histoire, ou c'est besoin de vous raconter complètement, de tout raconter de Philippe Val, face parfois aux raccourcis qu'on entend sur vous, enfin voilà, d'où vient ce livre ? Oui, non, ça n'est pas une mise au point. Non, c'est pas. Quand on fait un métier public, évidemment, on lit des choses sur soi qui sont parfois très étonnantes, qu'on apprend. Moi, j'ai appris beaucoup de choses que j'ai faites, que j'ai dites, que je ne savais pas avoir faites ni dites en lisant la presse des fois. Mais donc, non, c'est pas pour ça du tout. C'est pas une justification, c'est pas une apologie de moi-même, parce que au fond, ça paraît un peu désinvolte, mais j'en ai rien à foutre. Je préfère évidemment que les gens soient gentils et même écrivent des choses gentilles sur moi, mais si ce n'est pas le cas, si on fait un métier public, il y a forcément des gens qui ne vous aiment pas pour des raisons qui sont sans doute très justifiées au fond d'eux. Donc, on ne va pas toucher à ça. Non, en fait, la première chose, je voulais écrire un récit. Il y avait plusieurs idées. Et un éditeur, enfin Grasset à l'époque, m'avait demandé de faire une autobiographie intellectuelle. Il avait demandé la même chose, le même éditeur, à un de mes confrères, Pascal Bruckner. Et Pascal avait fait tout de suite un très très beau livre qui s'appelle Un bon fils, magnifique livre. Et moi, j'ai essayé d'écrire un truc. Et puis, au bout de 80 pages, je dis c'est ennuyeux, ça n'a pas d'intérêt. Je ne trouve pas le moyen de rendre ma vie intéressante. Donc, j'ai laissé mariner tout ça. Évidemment, il y a mon fils qui est arrivé, mais ça a sans doute été fort pour trouver l'intuition. Mais surtout, le livre à la troisième personne, il s'imposait parce que je ne voulais pas faire une autobiographie à proprement parler. Je voulais raconter une histoire d'un personnage et d'une époque. De l'époque aussi, de ce XXe siècle, de ce XXe siècle dont nous sommes issus, enfin au moins de la seconde partie, et la seconde partie du XXe siècle, c'est-à-dire l'après-guerre, qui a forcément très fort en elle, cette époque, la mémoire de l'avant-guerre et de la guerre. Et donc le livre commence dans les années 50, et puis je me suis dit, je ne peux pas traiter ce personnage avec le « je », ou alors il faut que j'invente un narrateur. Comme ça peut arriver, on invente un narrateur, comme Proust l'a fait, ou comme beaucoup d'auteurs le font, et comme je l'ai fait dans un roman qui va paraître bientôt, mais là, ce n'était pas possible, parce que je voulais que le personnage de Philippe Val, en quelque sorte, voilà, soit un personnage parmi les autres personnages. Il est le fil conducteur du récit, mais je ne pouvais pas ne pas le traiter comme je traite les autres, dans ses relations avec les autres. Si j'avais dit « je », ça aurait tout faussé, ça aurait biaisé en quelque sorte. Et puis, parmi les ambitions que j'avais en racontant cette période, ce siècle, c'est de dire à mon enfant, c'est-à-dire à vos enfants, aux enfants en général, voilà d'où vous venez, voilà ce qui s'est passé, voilà ce que c'est que le XXe siècle en tous les cas, voilà moi comment je l'ai vécu et comment je l'ai compris. Je ne vous cache pas que j'étais extrêmement dur sur ce XXe siècle, qui pour moi est le pire de tous les siècles pratiquement. 2 guerres mondiales, l'extermination des Juifs d'Europe, enfin la trahison des intellectuels pratiquement perpétuelle dès la fin de la Première Guerre mondiale. On y reviendra. Donc tout ça que je voulais raconter aussi. Et puis voilà, je voulais raconter tout. Et aussi ce qui nous sauve, on en parlera sans doute aussi, c'est-à-dire ce qui nous fait nous sentir exister pleinement, c'est-à-dire les moments de fort, de l'amour, de l'amitié, de la lecture,
de la musique, du spectacle, tous ces moments de joie, ces moments de bonheur qui sont finalement peut-être les vrais buts de l'existence. C'est de les rapprocher, ces moments-là où on se sent très libre et très heureux. Cette question de la grâce, on peut appeler ça comme ça. Vous vous racontez une enfance assez solitaire, un père autoritaire, il est boucher, c'est son métier. Il y a des scènes d'ailleurs sur le sujet assez intéressantes. Une belle-mère jalouse, avec qui la vie est extrêmement compliquée, et puis une mère qui est partie, qui est ailleurs, mais qui en même temps vous donne finalement, c'est elle qui vous incite à jouer de la musique, c'est elle aussi qui vous apporte les premiers éclairages intellectuels, les livres notamment? Non, pas vraiment, mais la musique, c'est même pas, elle m'encourage pas tant que ça, mais en même temps, c'est sans doute pour séduire. Elle est d'autant plus présente pour moi qu'elle est absente. Donc, il n'y a pas plus présent que les absents dans ces cas-là, surtout si c'est la mère et que l'enfant est petit. Bon, ça devient un personnage qui est presque dans l'air qu'on respire et que son absence la rend omniprésente d'une certaine façon. Et on fait des choses pour elle, pour la séduire. Vraisemblablement aussi. Hein. En plus, c'était une jolie femme, donc on a envie de séduire un petit enfant, un petit garçon, et on a envie de séduire cette femme qui est blonde, qui a les yeux bleus, qui est très jolie, qui est très... voilà, et que je vois pas beaucoup, et très peu. Et elle a eu un rôle. Alors, elle n'a jamais été hostile, mais elle ne se permettait pas de l'être. Elle ne se permettait pas d'être ma mère. Elle était partie, donc elle est tout de suite devenue une amie. Très jeune, j'ai eu une amie femme, une bonne copine avec qui je pouvais dire des gros mots, raconter mes histoires, et faire des conneries sans qu'elle gueule, parce que c'était comme une copine. Elle avait désinvesti, si vous voulez, son rôle de mère, et cette présence de femme a été importante pour moi, parce que ça a déterminé le fait que j'ai eu très facilement... plus tard, beaucoup d'amis femmes, en dehors des rencontres amoureuses. Enfin, voilà. Alors l'enfance, elle se passe aussi essentiellement ça prend une part importante du livre, dans un pensionnat catholique, et c'est là que vous faites les vraies premières rencontres, oui. Les amitiés. Alors il y a un personnage qui traverse tout le livre, évidemment, dont on peut peut-être voir un dessin, c'est Jean-Pierre de Lipovski. Quelques-unes des images qu'on a vues tout à l'heure sont de lui. Et c'est la découverte, là aussi, de la chanson. C'est dans ces années-là que vous commencez, ou plus tard? Non, la chanson... quand ma mère est partie, j'avais 4 ans. Et elle a laissé quelques bricoles à la maison. Ouais. Et notamment un petit jouet, ouais, un petit tourne-disque. Et un petit tourne-disque, on appelait ça un phono, un phono avec une manivelle, avec un ressort, qui faisait tourner des 78 tours avec une aiguille qu'on mettait sur le sillon, des disques en cire. Et là, je crois que j'ai passé un temps, mais incalculable, à écouter ma petite pile de disques et à me laisser emporter par ces belles voix, ces belles musiques. C'était des chansons de l'époque, vous voyez. Mais ce n'était pas de la grande musique de répertoire, mais c'était de la musique. Et voilà, je crois que ça m'a vraiment aidé à vivre, à me sentir vivre ce petit phono avec la petite musique grésillante qui sortait du pavillon, qui n'était pas de la hi-fi, hein, c'était pas un iPod avec des machins, non. Mais le cerveau reconstitue quelque chose, il reconstitue la beauté, l'harmonie, l'intention dans la voix. Moi, ce qui me plaisait là-dedans, c'est qu'il y avait tellement de sentiments. Moi, je ne sentais pas beaucoup de sentiments dans ma famille, c'était un peu dur. Bon. Là, il y avait du sentiment, il y avait du truc d'amour. C'était très beau, hein, vraiment. Je garde encore le souvenir de ça. Et les mots, la musique, petit à petit, arrivent dans votre vie. Ils sont là tout le temps. Ça va être un long, la traversée de l'enfance, l'adolescence. Oui. 17 ans, c'est là où vous arrivez rive gauche. Oui. Moi, j'aimerais, parce que ce livre est plein d'exercices d'admiration sur tous ces écrivains, tous ces philosophes,
tous ces chanteurs qui, au fil du temps, vous apportent finalement, enfin vous ouvrent toutes les portes. Oui, j'étais un littéraire, enfin par nature, quoi. Et voilà. Donc, d'ailleurs, le titre du livre. On va y revenir sur le titre. Voilà. Le titre Et donc, ouais. quand on voit des gens qui ont du talent, quand on entend des gens très intelligents, et qu'on ne sait rien, et qu'on est maladroit, et qu'on n'est peut-être même pas très bien élevé au fond, on fait des gaffes, on regarde comment les gens font. Les premières fois que je suis descendu dans les cabarets pour passer des auditions, vous ne pouvez pas savoir la timidité, la trouille qu'on pouvait avoir. Et puis ensuite, le jour où on est engagé, c'est presque terrible. On l'attend avec impatience, mais quand c'est là, c'est presque un cauchemar de se présenter devant le public et de faire un truc qui, avouons-le, n'était pas très au point, quoi, en plus. Donc, j'ai même commencé très jeune parce que j'avais un frère. Bon, la famille était un peu éclatée, donc j'avais un frère qui vivait en Angleterre. Il faisait carrière en Angleterre, c'est-à-dire il avait la vaisselle dans les restaurants turcs. Il était censé, il était censé faire carrière pour mes parents. Enfin, et puis il disait à mes parents, ça va très bien. Il envoyait, c'est du courrier à l'époque, on ne se téléphonait pas, ça coûtait trop cher, mais il n'existait pas, donc c'est des lettres. Et il disait c'est formidable. Et mon père a dit tiens, ça ferait pas mal pour son anglais. Est-ce que tu peux prendre ton frère en vacances? Oui, il n'y a pas de problème. Et donc ils m'ont foutu dans un avion avec 100 balles dans la poche. Et je suis arrivé en Angleterre. Et en fait, mon frère s'était marié avec une jeune femme qui faisait rien, qui était musulmane et dont les frères voulaient assassiner mon frère parce qu'il n'était pas musulman. Bon, donc déjà, il y avait un problème, il fallait qu'il se planque. Et surtout, ils habitaient un truc qui était tout petit. Il y avait un lit, une petite table. Donc, ils ne pouvaient pas me loger. Donc, ils n'avaient pas d'argent, ils ne pouvaient pas me loger. Et j'étais à Londres, si vous voulez, à Pâques. Donc, j'avais 100 balles. La première nuit, j'ai pris une chambre d'hôtel et elle coûtait 100 balles. Donc, j'avais plus d'argent après la première nuit. J'ai attrapé des poux et des trucs. L'hôtel était dégueulasse, un hôtel pakistanais. Et j'avais ma guitare. Et mon frère m'a dit mais il y a des endroits, tu peux peut-être passer une audition. Je sais pas. Et là, il m'a emmené dans un truc, un cabaret où on jouait du folk, rock, c'était la mode, un peu mon début, Bob Dylan, tout ça. C'était le début. Et j'ai passé une audition et j'ai été pris. Et donc, j'ai chanté et on m'a filé un peu de fric. Et c'est une audition dans un autre truc. Et ils m'ont pris aussi. Ce qui fait que le soir, je chantais dans 2 cabarets, tout de suite. J'avais 14-15 ans. Et j'avais 2 cachets et un repas. Et un repas pour mon frère et sa femme. Donc, on a vécu comme ça pendant quelques semaines avec mes trucs que je chantais. Je faisais de l'allemand et du latin. Et l'anglais, ce n'était pas mon truc. Et j'avais quand même, avec mon frère, traduit des chansons en français, en anglais. Puis j'essayais de me faire comprendre en jouant les trucs là. Et c'était sympathique, surtout on mangeait, quoi. C'était bien, on mangeait bien. Alors, et j'avais un petit hôtel sans poux. Alors tous ces voyages qui construisent, il y a l'exemple de l'Allemagne aussi. Vous évoquez des balades. Concrètement, effectivement, c'est tout seul, vous êtes un vrai autodidacte, c'est tout seul que vous avez construit tout ça, quoi. Vous êtes allé chercher tout. Oui, seul, avec un petit peu les copains, mais on a bricolé notre vie. Enfin, le collège a été sans doute important parce que voilà, une fois qu'on a été quelque part, ça nous marque d'une façon ou d'une autre. Le collège a été très important parce que c'était un collège à l'ancienne, le collège de Juilly en Seine-et-Marne, qui avait été créé sous Louis XIII.
Et donc, vous voyez, ils avaient refait l'électricité depuis. Mais et ça avait été un couvent au Moyen-Âge. Je pense que Sainte-Geneviève ou quelque chose comme ça avait fait jaillir une source quand elle est venue libérer Paris des barbares. Elle était passée par là. Jeanne d'Arc aussi. Et donc, ils avaient fait un couvent au Moyen-Âge. Et puis, c'est devenu un établissement d'enseignement où on mettait les nobles, jeunes nobles, dont les parents étaient frondeurs. Pour détenir un peu, Louis XIII avait très peur des frondeurs, donc il avait créé ce collège pour enfermer la jeunesse frondeuse. Et dans ce collège, j'ai appris quelque chose qui était déterminant. Alors évidemment, à part le latin, l'allemand et les cochins, etc., là, j'ai chanté, même j'ai joué pour la première fois sur scène dans ce collège, devant un type qui est devenu pape après, Benoît XVI. Mais il n'était pas pape du tout à l'époque. Et c'était pendant le Concile Vatican II. Mais surtout, ce que j'ai appris, on faisait, si vous voulez, on allait en rang au réfectoire, on allait en rang à la messe, sortait en rang de la messe. On était dans des dortoirs de 80 avec des arcades, il n'y avait pas de séparation entre les lits. On avait un domaine personnel qui faisait 60 cm, qui était la largeur de la table de nuit. Sur la droite. À gauche, c'était le voisin. Il y avait cette collectivité. Et puis, on allait aux douches en rang, on allait au sport en rang, et ben, j'ai appris quelque chose. Par exemple, si vous faisiez un geste, tout le monde pouvait voir ce geste. Il n'y avait pas de moment pratiquement dans la vie où une chose que vous faisiez pouvait être secrète. C'était juste la vie transparente. Et j'en ai nourri une horreur profonde de la vie transparente. Et à chaque fois que j'ai lu, par exemple, bien plus tard, quand j'ai lu Une journée d'Ivan Denisovitch de Solzhenitsyn, j'ai été frappé par la ressemblance, évidemment, brutalité, et puis les issues tragiques, bien sûr, bien différentes, mais le système totalitaire, ce panoptisme, être vu toujours, pas avoir d'intimité, obéir à des trucs, enfin bon, on trouve des failles, hein, j'en avais trouvé, hein, bon, mais quand même, ça m'a fait horreur à vie. C'est pour ça que j'étais anticommuniste, très jeune, je me sentais de gauche, vous voyez, comme tous les gosses un peu, voilà, de l'époque. Bon. Mais par exemple, très, parce qu'il y avait ce truc de appartement communautaire, les machins. Dans le communisme, je trouvais ça horrible. L'absence d'intimité, enfin, vous le voilà, racontez. La vie intime, privée, devait être opaque, absolument opaque. Il devait y avoir un endroit où se développe la liberté, même si c'est un petit endroit, mais un endroit où ça brille, où ça joue, où ça déconne, où ça... Bon. Et à chaque fois que j'ai eu à faire même une analyse politique, c'était toujours en référence à ce qui se passait dans ce collège, à cet ordre que je refusais pour le corps, pour la vie, pour l'existence, la respiration. Ça m'a servi comme le maître étalon en platine iridiée déposé au pavillon de Breteuil. Si vous voulez, moi, j'avais le collège de Juilly pour juger de la valeur d'un système politique. Voilà, le truc antitotalitaire viscéral, vous voyez, viscéral. Ça, c'était une vraie leçon. Après, il n'y a pas eu que ça n'a pas été l'enfer tous les jours, le collège, mais c'était quand même assez difficile. Mais on apprenait bien le latin, et j'adorais ça. Vous dites que vous vous êtes instruit vous-même, sans maître, c'est vraiment, j'allais dire aussi sans Dieu, un peu finalement libertaire. On arrive dans ces années 60 où vous allez commencer à faire du spectacle, et là on a l'impression que voilà, de quelqu'un qui a besoin de faire éclater toute cette vie un peu éteinte finalement dans ces années collège. Bah, je ne sais pas, mais j'ai pas eu l'impression, voilà, de choisir. J'ai eu l'impression de faire le truc qui se présentait, parce que je ne pouvais pas faire autrement. Voilà, je n'avais pas d'autres idées. J'aurais pu vouloir devenir, je sais pas moi, vétérinaire, j'adore les animaux, ou je sais pas, mais non, il fallait écrire et faire de la musique parce que je n'avais pas d'autres idées.
c'était pas un choix entre plusieurs choses. J'étais comme déterminé par quelque chose que j'ignore, et sans doute que j'aurais pu faire d'autres. J'aurais peut-être dû même faire autre chose. Il y a des choses que j'aurais peut-être fait mieux, mais c'était ça que je voulais faire pour des raisons que j'ai pas élucidées encore aujourd'hui. Mais je n'ai pas pensé pouvoir faire autrement, et ça s'est répété plein de fois dans ma vie, ça. J'ai fait des choses parce que je ne savais pas quoi faire d'autre, jusqu'à la publication des caricatures. On va revenir sur ce titre-là, justement. Pourquoi tu finiras clochard comme ton Zola? D'où vient cette expression? Enfin, vous le racontez dans le livre, mais... J'étais pas un élève cancre. Et donc, quand il s'est agi de choisir entre faire des terminales littéraires ou une terminale scientifique, évidemment, en terminale scientifique, puisque ça donne du boulot après. Et que les terminales littéraires, ça donne rien. Enfin, à l'époque, on pensait que les terminales littéraires, c'était en gros c'est le camion poubelle, si vous voulez. Bon. Et il y avait un prof de philo que j'avais repéré dans le lycée où j'allais, et mon frère l'avait eu, et ce type, je voulais absolument l'avoir comme prof. Il me semblait vraiment intéressant, ce mec-là. Je me dis, celui-là, j'avais entendu un peu parler et tout, ça m'intéressait ce qu'il disait. Donc j'ai décidé de faire philo, de faire terminale littéraire. Et quand j'ai marqué ça sur le papier, le directeur a appelé mon père, il a dit non, il n'en est pas question, vous voyez ça avec votre fils, mais il faut qu'il fasse une terminale scientifique. Mon père, évidemment, était absolument convaincu, et donc s'en est suivi une engueulade un peu. Oui, ça a duré un peu, quelques jours, si vous voulez. Non, tu vas faire ça, non, je ne vais pas faire ça, non, je vais aller en philo, non, le philo, ça rend compte, enfin, tout ça. Enfin, à l'époque, on pensait ça quand même, hein, vraiment. Et donc, mais j'ai tenu bon. Et comme, par ailleurs, quand j'avais 13, 14, 15 ans, je dévorais les Rougon-Macquart, j'adorais Zola comme on aime, vous voyez, comme on aime un chanteur ou une chanteuse. J'adorais les Zola, je lisais tout. Bon. Et puis, évidemment, en lisant tout, j'arrive à l'affaire Dreyfus, et je dévore tout ce que je trouve sur l'affaire Dreyfus. Zola, non seulement est un merveilleux écrivain, mais en plus c'est un héros. Donc j'emmerde tout le monde avec Zola par-ci, Zola par-là. Et donc quand il s'est agi que je fasse cette fameuse terminale scientifique et que je ne voulais pas faire, le débat a duré plusieurs jours. Mon père était dans son fauteuil avec son Figaro, il était là, je sentais qu'il était de très très mauvais poil. Et moi je lui disais, oui, je vais faire ci, je vais aller en philo, À un moment donné, il a posé son journal, il a dit, très bien, bon, écoute, d'accord, bon, tu vas finir clochard comme ton Zola, et voilà. Et j'ai trouvé que c'était un bon titre. et voilà, et quelques années plus tard, 50 ans plus tard, je m'en suis servi comme d'un titre. Voilà. Pourquoi pour titrer mon livre? Parce que c'était vrai, c'est peut-être que c'était le... Oui, c'était un bon titre. Et en même temps... Il aurait dû écrire, mon père. Esprit du père, c'est là où tout a été permis, finalement. C'est là où vous avez quand même commencé à écrire, chanter, chanter. Voilà, en fait, j'étais plus doué pour écrire que pour chanter ou pour jouer. J'ai fait beaucoup de théâtre et de chansons, mais là où j'étais le plus utile, c'est dans ce que j'écrivais plutôt. Mais enfin, j'ai appris après à faire de la scène, j'ai appris à... La guitare, c'était assez naturel, j'ai joué assez vite quand j'ai compris comment ça marchait. Mais voilà... J'ai chanté pour faire vivre ce que j'écrivais. J'ai fait du théâtre pour faire vivre ce que j'écrivais. Après, j'ai fait du journalisme. C'est voilà, la seule période de ma vie, et je le regrette un peu d'ailleurs, où j'ai vécu sans écrire, pardon, où j'ai pas gagné ma vie en écrivant, c'est quand j'ai pris la direction de France Inter. C'est les seules 5 années où j'ai écrit quand même, mais c'était tellement fatigant. Ça me faisait coucher tellement tard et je commençais mes journées tellement tôt que je me suis épuisé. Il a fallu que j'arrête d'écrire pour des raisons presque de santé pour pouvoir continuer à diriger la boîte. Donc, mais après j'ai repris tout de suite. Dès que j'ai sorti d'Inter, j'ai repris mon métier naturel.
Alors moi, j'aimerais bien que vous nous racontiez, parce que vous l'évoquez, la puissance de l'art, le pouvoir des mots. Il y a une phrase que vous citez, vous dites « Les tableaux, comme les chansons, pour être réussis, exigent des matières vivantes ». Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Bah, comment dire? Par exemple, j'aime bien, pour moi, il y a des écrivains qui sont, comment dire, qui tapent un coup quelque part, et le bruit qu'ils ont fait, ça va résonner pendant des siècles, et des tas d'écrivains vont dire, ça va être un là, vous voyez, et il va y avoir un truc, ils vont apprendre quelque chose avec ça, et ils vont être le commentaire du commentaire du commentaire de... Alors, par exemple, Shakespeare, quand j'ai découvert Shakespeare, c'est tellement concret, c'est tellement incroyablement poétique, drôle, vulgaire, tragique, grossier, sublimement raffiné, mais toujours, ça parle de choses, ça fait surgir une réalité. Quand on est au théâtre et que c'est bien mis en scène, on voit surgir une réalité beaucoup plus intensément que dans la vie. Moi, je pense que souvent dans la vie, on voit la vie comme dans un rêve, on filtre. Vous allez vivre une chose en même temps que moi. Un jour, on va aller manger des frites, des saucisses dehors, boire des bières, on va discuter avec 3 personnes. Un an plus tard, vous allez raconter l'histoire. Moi, je vais la raconter. On n'aura pas vécu la même histoire, peut-être. Vous voyez, on est dans un truc un peu onirique. Et tandis que là, les gens, ils sont dans une salle et ils voient tous cette même réalité. Je pense que le théâtre, par exemple, quand c'est vraiment beau et bien fait, on a une expérience commune de la réalité qui est vraiment stupéfiante et qui est très forte, qui nous donne une sensation, en plus, d'être. On pleure, mais on est heureux de pleurer, on rit, on est heureux de rire, bien sûr. Et il y a quelque chose de formidable il y a une grâce. Pourquoi? Parce que ces écrivains, ces auteurs, ces peintres ou ces musiciens, ils ont une liberté qui est hors du commun, une liberté athlétique. Qu'est-ce que c'est que cette liberté? Ils ont une perception de la réalité à un moment qui les étonne, qui s'imprime en eux, qui crée un affect qui précède le jugement moral, le jugement, enfin, vous voyez, ça n'est pas distordu par le jugement. Ils connaissent les choses avant de les juger, contrairement à la majorité des gens qui souvent, hélas, il n'y a qu'à regarder les débats télévisés, jugent les choses avant d'en savoir quoi que ce soit. Vous voyez, ils entendent parler d'un truc, ils ont déjà leur avis. Tandis que là, il y a le réel qui est là, avec ses failles, ses infractuosités, ses odeurs, le bon, le mauvais, le dangereux, le rassurant, l'amoureux, qui est là, qui est fort. Et ils savent capter ça. Et ils savent le mettre dans un texte ou donner la sensation dans une musique. La musique, c'est encore différent parce que c'est du réel. La musique, c'est une réalité. C'est une réalité ondulatoire, c'est une réalité de vibration qui va dans le tympan et qui fait vibrer des trucs. Et c'est un phénomène physique réel. Maintenant, pourquoi on en jouit? Ça, on peut en parler, c'est un peu long, mais et la musique, c'est intéressant. Je veux juste dire une chose à propos de la musique, c'est que la musique, c'est le modèle. Parce que la musique, elle associe en commun avec la réalité, parce que c'en est. Elle ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire, la musique. Après, la réalité, on lui donne du sens. On bâtit des romans autour, on donne du sens. Mais la musique n'a pas de sens. Il y a des musiciens qui donnent du sens à leur musique, mais enfin, ce n'est pas la meilleure musique. Les vrais meilleurs musiciens, même les auteurs d'opéra comme Mozart, sa musique n'a pas de sens. C'est juste de la musique. Ça nous touche. Et nous, quand ça nous touche vraiment, quand on a la fibre pour l'entendre et qu'on est en l'état de l'entendre, on est pris par cette réalité qui n'est ni bien ni mal, c'est du réel. On est pris avec quelque chose de très libre. On n'a pas le jugement, il n'y a plus de censure. La musique, ce qu'il y a de très beau dans la musique, c'est qu'elle n'a pas de sens. Et c'est une éducation à ressentir la réalité. On devrait ressentir la réalité comme de la musique. Après, on prend le bien, le mal, on fait notre tri. Mais la musique est une éducation, serait pour moi, enfin en tous les cas, comme une éducation à appréhender le réel. Voilà.
tout à l'heure, quand le public attendait justement avec des extraits des pages de votre livre, on avait choisi de mettre en musique le quintet pour clarinette de Mozart, dont vous parlez assez longuement, et notamment dans ce livre. Le fameux quintet. Ouais. Je vous propose, on va écouter un tout petit texte de Borges, lu par Daniel Mesguich, et puis on va revenir un peu sur la littérature. Borges encore. Un texte qui s'intitule Borges et moi. C'est à l'autre, à Borges, que les choses arrivent. Moi, je marche dans Buenos Aires, je m'attarde peut-être machinalement pour regarder la voûte d'un vestibule ou la grille d'un patio. J'ai des nouvelles de Borges par la poste, et je vois parfois son nom proposé pour une chaire ou dans un dictionnaire biographique. J'aime les sabliers, les planisphères, la typographie du XVIIIe siècle, le goût du café et la prose de Stevenson. L'autre partage ses préférences, mais non sans complaisance. C'est une manière qui en fait des attributs d'acteur. Il serait exagéré de prétendre que nos relations sont mauvaises. Je vis et me laisse vivre pour que Borges puisse ourdir sa littérature, et cette littérature me justifie. Je confesse volontiers qu'il a réussi quelques pages de valeur, mais ces pages ne peuvent rien pour moi. Sans doute parce que ce qui est bon n'appartient à personne, pas même à lui, l'autre, mais au langage et à la tradition. Au demeurant, je suis condamné à disparaître définitivement, et seul quelques instants de moi aura chance de survivre dans l'autre. Peu à peu, je lui cède tout, bien que je me rende compte de sa manie perverse de tout falsifier et exagérer. Spinoza comprit que toute chose veut persévérer dans son être. La pierre éternellement veut être pierre, et le tigre un tigre. Mais moi, je dois persévérer en Borges, non en moi, pour autant que je sois quelqu'un. Pourtant, je me reconnais moins dans ses livres qu'en beaucoup d'autres, ou que dans le raclement laborieux d'une guitare. Il y a des années, j'ai essayé de me libérer de lui et j'ai passé des mythologies de banlieue au jeu avec le temps et l'infini. Mais maintenant, ces jeux appartiennent à Borges. Et il faudra que j'imagine autre chose. De cette façon, ma vie est une fuite où je perds tout et où tout va à l'oubli ou à l'autre. Je ne sais pas lequel des deux a écrit cette page. C'est drôle parce qu'il y a quelques jours, on a dîné ensemble et on a parlé de ce texte. Voilà. C'est un très beau texte. C'est très rigolo. C'est un texte amusant, en fait, mais qui est vrai, qui est joyeusement tragique et vrai. Ça pose la question de qui je suis. Enfin, qui je suis moi, mais qui vous êtes vous, enfin, qui je suis. Chacun d'entre nous se pose cette question. Moi, je pense une chose, j'ai pensé à ça il n'y a pas longtemps. Je feuilletais l'Iliade, l'Odyssée, etc. Et je pense que notre histoire intelligente, qui part de chez les Grecs, si vous voulez, notre histoire où on commence à penser la raison et des choses un peu profondes sur justement la question de l'être. Je pense qu'il y a un point de départ dans Homère. Qu'est-ce qui sauve Ulysse à un moment? Qu'est-ce qu'il sauve quand il est devant le Cyclope? Et le Cyclope lui demande son nom. Et le Cyclope, comment tu t'appelles? Et l'autre, il s'en sort en disant, je m'appelle personne. Et donc, là, il y a quelque chose de très profond qui se joue. L'être humain moderne, il sait d'une certaine façon, même s'il l'accepte difficilement et s'il l'oublie trop souvent, qu'il est une identité mouvante, changeante en permanence d'une seconde à l'autre. Il est personne. C'est ce que un peu dit Borges, là. Je pense que l'identité, aujourd'hui, qui est une passion, les gens, ils ont une identité. Hommes, femmes, jeunes, homosexuels, musulmans, enfin, plein de choses. Bretons, enfin bon, une opinion d'un parti. Ils sont quelque chose.
juifs, noirs, africains, ils se revendiquent. Moi, je pense que plus on se revendique de quelque chose, je le comprends, mais plus on est enfermé dans cette chose. Et l'identité, c'est un mot qui porte sa propre névrose en lui-même. Ça veut dire à la fois, j'ai mon identité, c'est-à-dire je suis différent de toi, et ça veut dire aussi identique. Donc c'est un mot de fou, déjà. Et identique et différent, ah bon, mais il y a une petite phrase que citait Clément Rosset dans un de ses livres, d'un moine du XII ou XIIIe siècle qui s'appelle Martin von Biberach, un moine allemand, qui dit, je ne peux pas citer exactement de mémoire, mais il dit je ne sais pas d'où je viens, je ne sais pas où je vais, je ne sais pas pourquoi je suis là, je ne sais pas quand je vais mourir, je ne sais pas pourquoi je suis si joyeux. Quand on est libéré de soi, et d'ailleurs on parlait d'un enfant par exemple, quand on a un enfant, pour certains d'entre nous, ils ont dû ressentir cette chose-là, tout d'un coup il y a une vie qui est plus importante que la nôtre. Ça fait du bien. On se décharge d'un fardeau, parce que quel fardeau d'être celui qu'on est. Vous voyez, c'est fatigant d'être ce type-là tout le temps, et d'y travailler, si vous voulez. Oublier cette prison, c'est quand même quelque chose de très libérateur, et évacuer cette question de l'identité, tout en sachant qu'on préfère être européen, démocrate, je ne sais pas quoi. Bon, vous avez des préférences, mais s'enfermer dans une identité, c'est le mal de notre époque. On va un jour finir par tous se faire la guerre si on affirme tellement notre putain d'identité, mais les gens ne savent pas à quel point ils sont prisonniers de leur identité. Je pense que c'est un grand piège d'aujourd'hui, parce qu'une identité singulière, différente des autres, elle est toujours victime du fait que les autres ne sont pas pareils au bout d'un moment. J'ai cette identité, mais on m'emmerde, ou alors on m'appauvrit, ou on discrimine parce que j'ai cette identité. Ça veut dire qu'avoir une identité forte, c'est aussi être une victime. Une victime. Il ne faut pas être une victime dans la vie. Même si quelqu'un nous fait mal et nous nuit, le bourreau, il n'a pas du tout autorité pour décider de notre identité. Donc, quand on dit je suis une victime, on donne au bourreau le pouvoir de nous donner une identité de victime. Et je pense que c'est exorbitant. Il faut refuser ça. Il faut toujours refuser ces choses-là. Bon, voilà. Je pense que penser qu'on n'est rien, c'est pas mal. On sait très bien qu'on est quelque chose au moment où on l'est. Mais qu'est-ce que j'étais il y a 2 jours? Qu'est-ce que je serai demain matin dans ma chambre d'hôtel avant de prendre mon train? Je serai quelqu'un qui cherche sa brosse à dents, qui a des idées de merde. Vous voyez, on est changeant, quoi. On est fort, on est faible, on est ce qu'on est au moment où on l'est. Et puis ça suffit à nous justifier. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir de conviction, ni de choses comme ça, mais bon, voilà. Cette identité, je trouve qu'aujourd'hui, elle mérite qu'on la critique et qu'on s'en débarrasse un peu. C'est vrai que je voulais faire entendre Burgess, parce que c'est un des auteurs qui traverse votre vie, mais je sais que pour ce livre-là, vous avez beaucoup relu Proust, pour... enfin, voilà, parce que... Déjà par plaisir. Par plaisir. Spinoza aussi, enfin, il y a comme ça tout un tas de gens qui vous accompagnent, et c'est vrai que... Voilà, Spinoza qui dit, ouais. Qu'est-ce que je suis? Je ne suis que mon propre désir. Voilà, on est notre propre désir. C'est déjà pas mal, hein? Ça suffit, c'est déjà... J'aimerais qu'on parle peut-être un peu des rencontres dans la chanson. Vous avez chanté longtemps, 25 ans de scène avec Patrick Font, on l'a vu tout à l'heure. 25 ans de scène qui ont été extrêmement révolutionnaires. Le duo Font-Eval a marqué tout un tas de gens de notre génération, forcément. C'est toutes ces années 60, 70, la pizza du Marais, le vrai chic parisien, etc. De 1970 à 1996. Mais c'est aussi toutes ces années où, sur scène, sont Georges Brassens,
Léo Ferré, tout un tas de gens que vous allez croiser, rencontrer. Et pour vous, quand vous parlez des mots, quand vous parlez d'écriture, c'est effectivement, la chanson, c'est aussi une littérature, quoi. Ah, oui, oui, oui. Alors, j'ai un amour immodéré pour ce qu'on appelait le music-hall. Enfin, les music-halls, les 2 grands music-halls de Paris, l'Alhambra avait fermé. J'y suis allé à l'Alhambra. J'y suis allé quand j'étais gamin. J'ai vu Fernand Reynaud. C'était un grand souvenir. D'ailleurs, c'était un artiste vraiment très exceptionnel. Et les documents qu'on voit à la télévision ne lui rendent pas hommage suffisamment parce que c'est un type qui avait un grand magicien de scène. Ils étaient 30 sur scène et il était tout seul. Il faisait tellement de personnages qui étaient présents presque physiquement, on les voyait. C'était un mec incroyable, Fernand Reynaud. Vraiment un très très grand artiste. Donc je me souviens, c'est la première fois que je suis allé au music-hall, j'ai vu Fernand Reynaud. Et après, j'habitais pas loin de Bobino, donc j'y allais très souvent. Et vous savez, il y a quelque chose que j'aimais profondément, je pourrais dire pourquoi plus facilement aujourd'hui qu'à l'époque, mais les artistes qui passaient là, ils avaient un public populaire, c'est-à-dire que les gens qui venaient, il y avait des gens de droite, des gens de gauche, il y avait des jeunes, il y avait des vieux, il y avait des pauvres, il y avait des riches. C'était le music-hall. Le music-hall, c'était un public extrêmement mélangé. Alors évidemment, selon l'artiste, il y avait des nuances, mais c'était toujours un échantillon du pays, comment dire, enfin des gens. Il y avait tout le monde dans ces salles, tout le monde. Quand Brassens, ou quand Léo Ferré, ou quand même Barbara, ou bon, tous ces gens. Et ces gens qui, pour certains, avaient vraiment un très grand talent, ils avaient une présence dramatique et humoristique aussi, incroyablement forte. Et on voyait tous ces gens de milieux, de cultures diverses. Il y avait des lettrés, il y avait des poètes, des écrivains qui venaient dans les salles, il y avait des ouvriers, il y avait tout le monde. Bon. Et ils étaient là et ils vibraient, ils s'émouvaient, ils éclataient de rire en même temps. C'est-à-dire que chaque personne dans la salle était toute l'humanité. Et tout le monde était... Il y avait une humanité dans la salle qui était... On le sentait physiquement. Il y avait quelque chose... C'était une expérience très forte d'en être du genre humain, de ce genre humain qui pouvait applaudir à des choses subtiles, très émouvantes, ou alors des gros trucs très drôles. Mais c'était merveilleux, ce music-hall, parce que tout le monde était là. Il n'y avait pas d'absents. Il y avait beaucoup moins d'artistes de niche qu'aujourd'hui. Vous voyez, par exemple, si vous n'allez pas voir, pour certains d'entre vous, par exemple, un spectacle de rap, parce que le rap vous emmerde. Bon. Donc, les gens qui vont voir le rap, c'est juste des gens qui vont voir du rap. C'est une clientèle particulière. D'autres qui vont voir de l'électro, c'est une clientèle particulière. Le music-hall, c'était everybody. C'était tout le monde. Et je pense que ça manque aujourd'hui, non pas qu'il n'y ait pas de grands artistes, il y en a, mais les lieux et l'habitude du music-hall, je pense que ça reviendra. Qu'il y a des artistes populaires. On est d'accord au moins sur 2-3 trucs, vous voyez. Aujourd'hui, ils sont tellement identitaires qu'on n'est plus d'accord sur rien, on ne peut même plus se parler, les gens veulent se faire disparaître les uns les autres. Et le débat, même vif, n'a pas tellement lieu aujourd'hui. C'est du jugement et de la condamnation. Voilà, parce qu'on n'aime pas cette chose ensemble. On n'est pas d'accord sur 2-3 trucs, on devrait pourtant. C'est pas compliqué de se foutre d'accord sur 2-3 trucs. On va y revenir à ça. J'aimerais qu'on... Justement, alors, bon, il y a ces gens-là, on va reparler d'eux tout à l'heure, évidemment, et on va entendre leurs textes avec votre voix. Vous arrêtez de chanter Fontéval s'arrête en 96. Vous faites un petit peu, mais c'est l'époque où démarre aussi une autre aventure essentielle pour vous. C'est précisément en 92. La Grosse Bertha, Charlie Hebdo, France Inter également. Vous êtes chroniqueur dans quelques émissions. Et donc là, c'est
aussi une autre forme d'écriture qui prend le dessus. Ça va être l'écriture journalistique, c'est les éditos. Ils sont à peu près tous là dans ces livres publiés ici. J'aimerais aussi qu'on revienne sur cette aventure, puisqu'évidemment, elle est déterminante dans votre histoire et même dans l'histoire que vous décrivez dans ce livre. Il y a une continuité parce que c'est toujours de l'écriture et c'est toujours une écriture qui cherche, malgré tout, enfin, qui a envie, alors évidemment, qui brasse des idées, qui analyse des choses politiques, mais quand même, le but, c'est de charmer. J'avoue ça. C'est que je pense qu'un texte, il doit emmener, pas que parce qu'on a raison. Avoir raison, c'est pas très compliqué des fois d'avoir raison. Et par exemple, s'il y a une inondation, vous êtes contre les inondations. Vous avez raison. Mais vous emmerdez tout le monde, quoi. Bon. Donc c'est la façon de le dire. Et quand je faisais des chansons, quand je faisais des éditos, j'avais à cœur, d'une façon presque inconsciente, de donner au public quelque chose qu'ils prennent, qui l'intéresse, qu'ils saisissent. Après, il sera d'accord ou pas avec moi, mais au moins, il ne sera pas emmerdé en me lisant. Enfin, c'est ce que je voulais, quoi. Et la musique d'un édito, pour moi, était aussi importante que la musique d'une chanson. Ce n'était pas une décision consciente, c'était un impératif intérieur. Je ne pouvais pas faire autrement, une fois de plus, je n'avais pas le choix. Si vous voulez, je vous dire comment... Vous voulez que je vous dise comment j'écrivais mes éditos? Oui, bien sûr. J'ai écrit des éditos pendant 20 ans, à peu près. Pour la radio, et parfois pour la télé, et pour le journal. Alors, je m'arrangeais pour avoir une idée le mercredi à peu près, oui. Je me disais, conférence de rédaction, je filais les sujets à mes camarades, je dirigeais la conf, et moi je discutais après avec Cabu, je disais, tiens, de quoi je vais parler cette semaine? Bon, à moins que l'actualité soit très forte en fin de semaine, je vais peut-être parler de ça. Bon, donc je fixe un sujet, et là, j'écris pas. Ça rentre quelque part en moi, et je commence à me sentir anxieux. Vendredi arrive, je me sens un petit peu plus anxieux. J'écris pas. Des fois, je prends une petite note, mais bon. Samedi, je faisais les brèves au journal, donc il y a des travaux à faire au journal. J'écrivais pas. L'anxiété montait. Il fallait que je rentre le dimanche soir pour la fabrication. Le dimanche matin, j'avais l'estomac relativement noué et je me sentais extrêmement fatigué. C'était comme ça toutes les semaines, très fatigué. Donc je bouffais un peu le midi. Et après, je me dis, bon, tiens, je vais dormir. Et après, il faut que j'écrive parce que putain, on est dimanche, quoi. Bon. Et là, je m'allongeais et je me mettais, en condition pour dormir. Mais je ne dormais pas. Impossible de dormir. J'étais terriblement angoissé. Et quand la douleur de l'angoisse devenait insupportable, je dis, putain, il faut que je me lève, je vais crever dans ce lit. Donc, je me levais, j'allais dans mon bureau et j'écrivais l'édito. Donc, vous voyez, c'était ça le processus d'accouchement de l'édito. Non, c'était des très belles années, mais quand même... Je vous jure que l'accouchement de l'édito a été à peu près rituellement, presque... Alors, il y a des exceptions, une idée là qui te porte, faf, tu fais l'édito. Ça, c'est en rêve et ça arrive une fois tous les 36 du mois. Bon, ça peut arriver. Mais les 3/4 du temps, c'est une espèce de malaxage inconscient, un truc bizarre. Et les bouquins, c'est pareil, sauf que le malaise dure plusieurs mois. Mais quand on commence à écrire, on a le temps d'en jouir. Parce que l'édito, si vous voulez, je ne veux pas faire une... Enfin, disons que c'est comme un acte sexuel un peu rapide, vous voyez. On n'a pas le temps vraiment de faire du tourisme. Vous faites 10 000, vous faites 8 000 signes, 5 000 signes, 7 000 signes, et vous êtes dans l'effort, c'est un sprint. Vous mettez peut-être 2 heures, 1 heure, 4 heures pour l'écrire, mais c'est un sprint.
vous n'avez pas le temps de jouir de la course. L'avantage des livres, c'est qu'il faut le dire, on a plus de jouissance de la course. On s'installe dans l'écriture, nos personnages nous accompagnent, voilà, il y a plus de plaisir. C'est moins brutal, disons. Mais je pense que cette espèce de pré-sculpture du texte bizarre dans un magma inconscient qui travaille là-dedans douloureusement, c'est le désir de donner un truc qui ne soit pas emmerdant, quoi qu'on fasse, qui est quand même une espèce de fantaisie, qui est une grâce, qui est indispensable. Vous voyez, c'est indispensable. Il faut ça. La frivolité, la fantaisie, la légèreté, qu'il faut réhabiliter pour parler aussi des choses graves. Mais ça ne vient pas comme ça, ça se travaille. C'est beaucoup plus difficile d'être un petit peu marrant que d'être chiant. Vous écrivez « Je me bats pour un monde où l'on peut encore écrire des livres, faire des journaux, s'exprimer librement en étant complètement dans la critique des idées et respectueux des gens. » On va venir justement aux choses un peu sérieuses. Il y a des dates comme ça qui ponctuent aussi votre livre. Philippe, une petite incise, c'est que critiquer les idées, respecter les gens. Oui. Ça, je pense ça vraiment. Mais les gens, ils s'identifient à leurs idées, c'est ce que je disais avec l'identité, tellement que quand on parle d'une idée, les gens ils disent « mais t'insultes ma mère ouais. ». Donc, non, on parle d'idées, là. Vous voyez, il y a un truc qui est... Il faudrait apprendre aux petits enfants. Je vais citer la phrase complètement, d'ailleurs, mais on va y revenir à ça. Critiquer une religion, c'est critiquer un dogme, pas ceux qui croient. Voilà, c'est pour poursuivre ce que... Ceux qui croient, on en pense qu'on veut, mais on n'est pas obligé de le dire. Donc, dans les événements qui ponctuent votre livre, il y a 1979, l'ayatollah Khomeini en Iran. D'ailleurs, vous critiquez une partie de cette gauche qui commence justement à vaciller. Vous citez notamment qui accompagne Michel Foucault. Voilà. 1989, c'est la publication des versets sataniques. C'est un tournant. Salman Rushdie, c'est une date, un tournant, effectivement. On va écouter une de vos chansons. Elle est écrite dans ces années-là, juste après la publication de ce livre de Salman Rushdie et la condamnation à mort, la fatwa qui pèse toujours sur la tête de cet écrivain. 89, c'est 30 ans, 40 ans. Et on va écouter une chanson qui s'appelle justement les versets érotiques. Ah oui. Je l'avoue, chez nous, l'amour, c'est la nuit et c'est le jour. On a des divans profonds, des lits de 3 mètres de long, des coussins à l'oriental et des tapis de mosquée où l'on cueille les fleurs du mal en effeuillant des baisers. On se tourne vers l'Orient et l'on commence ardemment à gravir la grande échelle qui conduit au 7e ciel. Alors on boit l'amour, un vin vieux et mordoré, que joie fasse détour dans nos 2 cœurs affolés. Oh, je gagne le ciel d'un baiser sur la pierre noire et sacrée. Je rends grâce du fond du cœur au mystérieux créateur qui a fait l'univers vivant avec la solide fixe. Tout fonctionne en suivant un scénario au classé X. Ami plein de religion, toi qui brûles de conviction, sans doute ma petite chanson te fait sortir de tes gonds. Mais la seule preuve que Satan rôde encore chez les humains, c'est qu'un givré du turban peut tuer l'auteur d'un bouquin. Sur terre, il y a assez de trottoirs pour en changer sans histoire. Il y a un petit problème de disque. C'est les vieux disques, ça gratte. Il a beaucoup été utilisé. Le disque saute aussi. Mais en fait, cette chanson était importante
Parce que si on vous suit depuis toujours, si on vous lit, si on vous écoute, on retrouve aujourd'hui, comme hier, la même constance dans vos combats, la même détermination contre tous les intégrismes, les extrémismes, dénonçant le racisme et l'antisémitisme, en luttant contre le Front National et l'islamisme. Parce que souvent on dit Val a changé, etc. Mais en fait, depuis toujours, vous dites, voilà, il y a ce combat qui est là, permanent, ça c'est important. Et je voudrais revenir sur Zola, parce que je crois que vous racontez dans votre livre que votre premier fait politique, c'est la découverte de Zola et de l'affaire Dreyfus. Oui, j'étais pas dans un milieu où on parlait beaucoup politique et j'avais pas de conscience, d'opinion politique pertinente. Enfin bon, bref. À part que j'étais pas content si j'avais une contravention en mobilette, si vous voulez, contre les flics. Bon, mais, voilà. Mais j'ai découvert ça avec passion et ça a été ma première opinion, en quelque sorte, ma première construction politique. L'affaire Dreyfus a été pour moi comme une base pour commencer à réfléchir. Bon, déjà parce que Zola était le héros de l'affaire Dreyfus, donc j'étais en bonne compagnie. Bon. Et voilà, ça a été très important. Alors après, tout le travail que j'ai pu faire sur la question de l'antisémitisme, je ne sais pas s'il vient tout de là. Il vient peut-être de choses plus puériles. Enfin, j'ai connu des gens dont je ne savais même pas qu'ils étaient juifs. Je savais, je sais pas moi, à 12 ans, quelqu'un qui s'appelle Lévy, je ne sais pas qu'il est juif. Il s'appelle Lévy, comme moi je m'appelle Val. Ou, vous voyez, je ne fais pas attention au nom, quoi. Et donc j'ai eu des relations importantes, un peu salvatrices comme ça, avec une personne. Alors peut-être que ça a joué aussi. J'ai un ami qui avait 20 ans de plus que moi, mais qui est un employé de mon père, mais qui était un type formidable et que j'ai beaucoup aimé. Et puis après, je ne sais pas, il y a des choses qui ne sont pas idéologiques, il y a des choses qui sont sentimentales, il y a des choses qui se déclenchent parce que le cœur parle avant l'esprit, avant le raisonnement. On a mis longtemps avant de comprendre ce qui s'était passé pendant la Seconde Guerre mondiale. On ne voulait pas nous parler de ça quand on était gosse, on ne savait rien, ou très peu, ou sous forme de blagues horribles. Vous voyez, donc c'était terrible. Bon. Voilà. Cette affaire Dreyfus a été vraiment importante. Oui. Parce que, par ailleurs, je pense que quand on regarde comment elle se déclenche, et pourquoi elle se déclenche, les remous que ça fait dans la société française, c'est le début de la Troisième République, et ça va déterminer les camps qui vont, en quelque sorte, dessiner le champ du monde intellectuel français pendant le XXe siècle. C'est l'espèce de pavé dans la mare intellectuel, littéraire, artistique, politique, qui va déplacer des masses et qui vont déterminer un archipel, une géographie qui va être la France intellectuelle, politique et artistique du XXe siècle. L'affaire Dreyfus, c'est une espèce de Big Bang. Et on le voit même à gauche, puisque au début, la gauche et son leader sont anti-dreyfusardes. Jules Guesde est anti-dreyfusard. Donc il y a toujours eu, au XIXe siècle, un gène antisémite dans une partie de la gauche. Ça date pas d'aujourd'hui. Il a fallu que Jaurès prenne conscience, que Léon Blum, etc., Bernard Lazare et les autres acteurs de cette affaire emmènent finalement le camp du côté de Dreyfus, mais au début, non. Le début, il y en a qui sont restés évidemment profondément anti-dreyfusards pendant toute l'affaire Dreyfus. Les intellectuels, etc. Bon, il y a tout ça a dessiné quelque chose qui n'est pas fini aujourd'hui. D'ailleurs, on voit bien aujourd'hui encore, Polanski fait son film, il se fait pourrir, on dit qu'il faut boycotter le film, en attendant, il fait 1 million d'entrées. C'est-à-dire que c'est dans
ça fait partie de notre histoire et ça intéresse des gens. Ils savent même pas trop pourquoi, mais ils sont intéressés par cette affaire. Ils veulent en savoir plus sur cette fameuse affaire. Voilà. Et ils ont raison parce que c'est notre histoire. Alors là aussi, ça paru, enfin, effectivement, c'est quelque chose d'assez important dans le livre. On en arrive à la publication des caricatures. Quand vous décidez au journal, à l'unanimité d'ailleurs, hein, c'est important de le redire, de publier les caricatures dans ce monde effectivement Khomeini, Salman Rushdie, ce qui se passe dans les pays nordiques à ce moment-là. Est-ce que vous avez en tête justement ce personnage de Zola qui écrit J'accuse? Est-ce que c'est quoi la nécessité à ce moment-là? Qu'est-ce qui vous anime quand au journal vous décidez de partir au combat là-dessus? Le régime démocratique, l'état de droit, et donc la République, pour ce qui concerne la France, hein, bon, en Angleterre, non, mais bon, en Hollande, mais en France, c'est la République, donc elle se fonde parce qu'il y a eu un travail philosophique, un travail artistique incroyable, très courageux, à travers les siècles, de séparer l'Église de l'État, mais de la loi commune, et de préserver, de garder, de faire prospérer la liberté de penser, la liberté de créer et la liberté de penser. Quand on lit la préface de l'histoire de la Révolution française de Michelet, il dit très bien qu'au début, l'élan, il n'est pas tant contre le roi que contre le clergé. Ils en ont marre de la religion. Et ils veulent récupérer quelque chose, ils veulent conquérir des libertés sur la religion. Donc il y a une critique de la religion qui est très forte, très très forte. Et cette critique de la religion a donné naissance à nos démocraties modernes. Donc elles vivent, c'est dans leur gène. Quand les caricatures sont publiées au Danemark et qu'en France, le journal qui les reproduit, le patron du journal qui les reproduit se fait virer sur le champ, le patron de François, nous à Charlie Hebdo, en plus qu'un journal de dessinateurs, on se dit, mais oh là, c'est très grave. Si vraiment ça marche comme ça maintenant, on n'a plus que 3-4 ans à vivre, c'est fini. Il faut absolument publier ces trucs et demander à nos confrères de les publier aussi. Donc, tous ensemble, comme ça dispersera déjà la menace, et puis la messe sera dite. Voilà, ils auront compris qu'on n'interdit pas le dessin en France. Bon. Manque de peau, les confrères qui d'abord étaient d'accord pour la plupart ont reculé au moment de le faire. Donc on est parti en danseuse devant le peloton, avec nos caricatures, et il est arrivé ce qui est arrivé. Mais il y a eu ce procès, tout ça. Mais une fois de plus, c'était, avec Cabu, quand on a pris cette décision, on ne pouvait pas faire autrement. Ce n'était pas un choix. Oui, je ne sais pas comment vous dire. Il n'y avait qu'une voie. On l'a fait. Après, on nous dit, mais si c'était à refaire, maintenant que vous avez vu, il y a eu l'attentat, il y a eu des morts. C'est idiot, parce que les choses, d'abord, on ne sait jamais comment la réalité se configure. Et c'est impossible. Enfin, à moins d'être un voyant extra-lucide, c'est-à-dire un escroc. Donc, on a fait ce qu'on avait à faire parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. Il fallait le faire, c'était décisif. Je pense qu'on a sauvé quelque chose, mais que dans l'époque où nous vivions, dans l'écosystème politique et écologique, dans l'écosystème politique et intellectuel et artistique de mon époque, de notre époque, on leur a tendu des perches, on leur a dit, voyez, ça y est, c'est fait là. On a gagné le procès, c'est bon. Et ben, ils n'ont pas trop pris la perche. Et voilà, ni les politiques, ni les intellectuels, ni les artistes, pas tellement. Et je pense qu'on a eu tort, on a eu vraiment tort. On a laissé un peu Charlie tout seul dans cette histoire. Bien sûr. Même. Et quand on laisse les gens tout seuls dans ce genre
de choses très fortes, on leur met un peu une cible. Bien sûr, on était une cible très identifiée. On était la cible. D'ailleurs, certains d'entre nous, enfin moi en tous les cas, depuis cette époque, je vis sous protection policière. Les politiques, ils étaient quand même pourtant quelques-uns à être Oui, derrière le journal. J'avais fait venir des politiques de droite et de gauche pour témoigner au procès. Mais voilà, ça n'a pas été si facile que ça. Parce qu'ils ont eu peur. En plus, c'est une période électorale. Je peux le dire maintenant, Hollande, que je connaissais bien, quand il était premier secrétaire du parti, il m'avait dit oui, je viendrai te soutenir et tout. Mais ça a été très chaud parce que Ségolène Royal, qui était présidente, qui était candidate, Dieu merci, pas présidente, lui a interdit de venir au procès. Donc ils se sont engueulés, il y a une scène de ménage, c'était déjà séparé, c'était pas une scène de ménage, mais quand même un peu une scène de ménage, ça a gueulé, elle voulait pas qu'il vienne. Et il était très hésitant, et je l'ai rattrapé au dernier moment. Il est venu, il a été très bon d'ailleurs, il a été excellent pour une fois. Et donc, c'est ça qui est emmerdant avec Hollande. Il a des capacités, c'est sûr, mais... Dans pas mal de papiers, il est question de la question du courage. Il fallait être courageux pour faire ça ou c'était simplement normal de le faire? Voilà, vous vous êtes posé la question? C'est une question qui est posée. Enfin, après, on fait différentes choses dans la vie et il y a des gens que ça touche beaucoup pour des raisons même personnelles, parce que ça peut les toucher parce que ils se sentent personnellement très mal à l'aise dans une société où il y a un antisémitisme meurtrier, où il y a des problèmes de terrorisme, où ils peuvent pas foutre leurs enfants à l'école. Enfin bon, bref. Donc, ils viennent vous voir et vous disent merci, c'est formidable ce que vous faites, heureusement que vous êtes là, quel courage, quel courage, quel courage. Et dans ces cas-là, moi, je ressens une grande gêne, parce que je pense, quand je m'intéresse à ce qui s'est fait pendant la Seconde Guerre mondiale, je vois des actes de résistance, je pense à Jean Moulin, je pense à Winston Churchill, et puis tous ces gens anonymes dont on ne connaît pas le nom et qui nous ont sauvés. Je dis là, quand même, quand il y a les nazis dans la rue, être résistant, c'est pas pareil que d'être contre le colonialisme au moment de la guerre d'Algérie dans une rue à Paris. Vous voyez, c'est pas du tout la même histoire. Donc, j'ai eu la chance de rencontrer Léo Braque, de faire connaissance avec eux, et Lucie et Raymond, et de discuter longuement avec eux. Et ils ont dit des choses qui m'ont beaucoup plu et que je ressens profondément. Ils disaient, on était jeunes, qu'est-ce que vous pensiez des collabos? Ils disaient, mais les collabos, il y en a pas, enfin, il y avait des collabos odieux, etc. Bon, mais la majorité des gens qui faisaient rien, parce que à cette époque-là, dans une famille, il y avait les enfants, il y avait les parents qui travaillaient, il y avait les grands-parents dans la même maison. Et s'ils se barraient, il n'y avait plus à bouffer, il n'y avait plus rien, enfin, il y avait chargé de grosses familles. Donc on peut comprendre, nous on avait 20 ans, on allait dans le maquis, on faisait des trucs, on était heureux. On était heureux. Ils ont même fait des enfants dans le maquis. Et moi, je dois avouer une chose, c'est que les choses, parfois, qui peuvent paraître périlleuses, dans lesquelles je me suis engagé, j'ai fait. Par exemple, quand le procès des caricatures, il a fallu le préparer parce qu'il y avait 1 an entre le procès en référé et le procès sur le fond. Pendant 1 an, avec Kejman et Malka, on a préparé notre procès, on a travaillé, on a pris les hommes politiques par la peau du cou, pour être poli, et pour les mettre en face de responsabilité. Enfin, on a fait tout un travail. Bon, on a été aidé par Elisabeth Badinter, par des gens formidables. Donc, il y a aussi cette joie de connaître des gens formidables dans ces combats-là. Alors que de l'autre côté, on n'aimerait pas passer le week-end avec. Hein. Bon. Donc, il y avait une espèce de plaisir. Je veux dire que quand on défend une cause à laquelle on croit et qu'on le fait parce qu'on obéit à une nécessité, on se sent très libre. On se sent très, très libre.
Je n'ai jamais ressenti physiquement la liberté aussi fort que quand j'obéissais à une nécessité, et à cette nécessité-là notamment. Et quand les gens vous disent oh, merci quand même, vous avez du courage, vous avez une drôle de vie, etc. Mais j'ai pris beaucoup de plaisir. Donc le fait qu'on me remercie, ça vient en plus, c'est un cadeau en plus, mais déjà la vie m'a remercié. J'ai rencontré des gens que j'ai admirés, que j'ai trouvés brillants, qui m'ont apporté des choses, et puis j'ai vécu une chose intense. Sinon, je ne l'aurais pas fait. Je déteste voir à la télévision des militants qui se sacrifient pour leur cause et qui sont là, pleins de ressentiment, en train d'accuser la cause de l'autre qui n'est pas la même que la leur, en disant oui, et puis en se drapant dans leur misère et leur malheur. Moi, j'ai été heureux. Et je pense qu'on défend bien une cause quand on est heureux de la défendre et qu'on fait partager aux autres la joie qu'on a à la défendre. Sinon, viens partager mon deuil, mes emmerdements, ma déprime. Viens, amène ton monde diplomatique, on va le lire ensemble. C'est horrible. Donc, on est quand même là pour partager des enthousiasmes. Si on fait ce qu'on fait, c'est parce qu'on aime des trucs. Il faut partager cet amour, des choses qui nous font plaisir. Une cause, c'est génial d'avoir une cause. Ça fait vivre. On se sent quelqu'un. On a une espèce d'identité provisoire, là, tout d'un coup, qui est forte, vous voyez. Et le bonheur que l'on a à le faire, il faut l'avouer, il faut l'exprimer. Je ne me suis pas sacrifié. J'aurais horreur de dire que je me suis sacrifié à une cause. J'ai vécu pour une cause. Il y a deux mots que vous associez souvent dans vos éditos de Charlie Hebdo, c'était résistance et joyeuse. La résistance joyeuse. Oui. Ouais. Il m'est arrivé un truc dans le procès des caricatures qui était incroyable. Alors, Kejman est un avocat formidable. Richard Malka, c'est comme mon frère. On a fait tellement de procès ensemble. Bon. Et donc, j'avais ces deux personnes que j'adore, qui sont vraiment des gens très proches. Et derrière moi, j'étais sur le banc des accusés, donc. Et il y avait les associations musulmanes sur l'autre rangée, et un public de fous. Et dehors, dans la salle, en dehors de la salle d'audience, on aurait dit le métro à 6 heures, les gens étaient tassés aux portes. Et la salle était archi blindée. Il faisait chaud. Il y avait une ambiance très tendue, avec des moments très dramatiques. On était sous haute protection. Et puis, Kejman, Malka, ou moi, mais surtout Kejman, qui est vraiment bon, il disait des trucs par moments extrêmement transgressifs qui faisaient marrer tout le monde. Même dans les moments, dans les moments difficiles, par exemple, il y a l'avocat de la Ligue islamique mondiale, à un moment donné, il se lève comme ça, avec le doigt en l'air, caricature d'avocat de Daumier, un peu, vous voyez, bon. Il se lève et dit « Oui, je sais, vous allez parler, maître Kejman. Je sais qui vous êtes, maître Kejman. Je vous connais, maître Kejman. Oh oui, je sais qui est maître Kejman. » Et dans un silence, il y a Kejman qui dit « Eh bien, vous en savez plus que moi. » Et donc, à un moment donné, j'avais fait venir un grand intellectuel iranien, un mec formidable, et qui parlait pas mal le français, mais il avait décidé de parler anglais. Bon, il était plus à l'aise. Donc, il avait son assistante. Il y avait un traducteur, normalement, un traducteur assermenté. Il était très, très nul. Il a fallu le virer. Et le président a finalement accepté que ce soit l'assistante de Mehdi Mozzafari qui fasse la traduction. C'est une Danoise. Lui, il est exilé au Danemark. Il était venu exprès à Paris pour le procès. C'était une femme d'un mètre 85, 70 kilos, avec une poitrine, avec un décolleté blond, des yeux bleus, jeune femme, une beauté danoise, si vous voulez, une vraie beauté danoise. Et ça, pour Kejman, c'est irrésistible. Il brossait des caricatures ou pas, il a regardé la fin. Et il était là, il posait des questions qui n'avaient rien à voir, vraiment. Et à un moment donné, il dit « Vous avez prévu de dîner quelque part après le... Je vous donne ma carte, vous m'appelez en sortant. » Enfin bref, vous voyez le genre de truc dans un procès hyper tendu et dramatique, Kejman, ce qui peut se permettre. Bon. Et à un moment donné, le président du tribunal, voyant que tout le monde commençait à être fatigué, en sueur, etc., fait une pause, et pour que les gens aillent pisser, tout ça, enfin bon, boire un coup, et comme la salle de la 17e est blindée de monde, on est tassés les uns contre les autres dans l'allée centrale, on se précipite pour sortir.
Et j'avais donc à côté de moi j'avais l'avocat de la Ligue islamique mondiale. Il était collé à moi dans la presse, vous savez, comme dans le métro, comme ça, collé à moi. Donc bon, ok. Et on était comme ça, ça avançait difficilement, il était toujours collé à moi, tout ça. Et puis à un moment donné, il me dit, Monsieur Val. Je dis oui, Monsieur Val, je suis d'accord avec rien de ce que vous dites. Je dis bah oui, mais c'est un petit peu pour ça qu'on est là. Oui, bon, d'accord, je suis d'accord avec rien de ce que vous dites, mais j'aimerais bien être votre ami. Là, les bras ne se sont pas tombés parce qu'ils étaient collés comme ça, mais ça disait un truc, vous voyez, parce qu'on se marrait, il y avait des éclats de rire dont qu'eux-mêmes, par moments, ne pouvaient pas s'empêcher de partager. Et ça m'a vraiment marqué, ce truc-là. Parce que la Ligue islamique mondiale, en plus, c'est pas rien. C'est les wahhabites, il était commandité par l'Arabie saoudite, le mec, c'est pas des rigolos. Hein. Donc, ça m'a frappé. Le type, il l'a dit naïvement, et je suis sûr qu'il le pensait. C'est pas spécialement avec moi, mais il aurait même fait partie. Il aurait bien aimé faire partie du groupe, mais que ça se sache pas, mais un peu, quoi. Tu vois, que venir déconner, boire de la bière et chercher des conneries pour faire les titres du journal, je suis sûr que ça leur aurait plu. Vous voyez, des fois, c'est plus fort qu'une messe argumentaire. On fait partager un sentiment de joie de vivre, ou d'appétit, de désir de vivre, qui doit être contagieux, quoi. Dans les luttes qu'on mène, pour les idées qu'on défend, qu'on aime, on ne devrait jamais oublier ça, l'humeur, la fantaisie, la déconnade, le dérapage, la transgression. Vous voyez, des petites choses comme ça, quoi. Cette histoire du film, moi, j'ai revu ces jours-ci, justement, C'est dur d'être aimé par des cons, le film que Daniel Lecomte a fait justement de ce procès. J'ai dit tout à l'heure qu'on allait prendre des petits chemins buissonniers et parfois des routes plus rapides, mais on ne les a pas toujours pris dans le sens que j'avais imaginé, mais ce n'est pas grave. Parce que du coup, le temps file, donc je voulais peut-être laisser la place pour quelques questions. Est-ce qu'il y a des gens qui auraient peut-être des choses à demander qu'on n'a pas évoquées, que vous souhaitiez évoquer? Oui. Allez-y, j'ai beaucoup trop parlé. Philippe Val, je sais que vous êtes un grand admirateur de la Divine Comédie de Dante. Est-ce que vous croyez toujours que l'amour fait se mouvoir le Soleil et les autres planètes? Oui, je pense profondément ça, oui. Le mystère de l'univers, je pense que l'univers, c'est du désir. Et voilà, ça s'est configuré jusqu'à un moment, les molécules ont roulé dans tous les sens, jusqu'à un moment donné où peut-être que l'univers en a eu marre de rouler pour rien, et il s'est configuré de façon à ce qu'il y ait une conscience qui ait conscience de l'univers. Il a voulu se regarder dans nous, peut-être. Mais oui, je pense que j'aime cette conclusion de Dante. Oui. Je trouve ça absolument formidable, je trouve ça merveilleux, vraiment. Je pense que ça fait se mouvoir le soleil et autres étoiles. Peut-être pour finir sur l'histoire que je disais sur la fantaisie, etc. Parce que c'est comme ça que surgit une vérité, que surgit un truc vrai. Enfin, vous voyez, tout d'un coup, il y a de la réalité qui arrive là. Et finalement, c'est ça qui nous rend tragiquement heureux, mais une joie tragique, une joie, des fois c'est de la tragédie, mais l'intensité de la vie, elle vient de la façon dont on chope la réalité dans sa réalité. Et Zola, Clemenceau a inventé le mot intellectuel pour Zola. Avant, on disait autrement. Oui. Philosophe, machin, enfin, écrivain, artiste, mais on ne disait pas un intellectuel. Ça a été inventé par Clemenceau pour Zola. Et bizarrement, on a l'impression qu'il a nommé le dernier. En tous les cas, dans la généralité, évidemment qu'il y a eu d'autres intellectuels magnifiques après Zola, mais si vous voulez, de Parménide ou Socrate, ou en passant par
je sais pas, Pic de la Mirandole, Shakespeare, Molière, enfin tout le monde, enfin voilà, jusqu'à Zola. Ils avaient un point commun tous, Socrate, un point commun. Un, qu'est-ce qui les définissait? Qu'est-ce qui définit l'intellectuel? C'est qu'il pense un truc librement. Il s'en fout. Il s'en fout, des fois il s'en fout pas, c'est dur, mais il pense un truc et il dit la chose qu'il pense, il dit la chose qu'il a pensée librement. Librement. Il l'a dit, il l'écrit, il la marque, il fait en sorte que ça dure et qu'on s'en souvienne. Voilà. C'est ce qu'il définit, c'est ce qui définit Voltaire, c'est ce qui définit Molière, c'est ce qui définit tous ces gens. Bon. La Fontaine, enfin tout ce qu'on veut, les grands artistes. Voilà. C'est une séquence de l'humanité où l'intellectuel, c'est ça. Par exemple, même pour Freud, avec la psychanalyse, Freud, c'était un bourgeois viennois, un peu réac, mais le travail qu'il fait va pulvériser, en quelque sorte, les structures du monde qu'il aime et qu'il défend, mais ça ne fait rien. Il le pense librement, et il y va, et il développe sa théorie psychanalytique, malgré ses convictions peut-être personnelles, voyez, malgré l'ordre qu'il aime. C'est ça, les grands hommes, les grands savants. Il a pensé librement. Enfin, je dis Freud, mais vous voyez, il a pensé contre lui-même, en quelque sorte, contre quelque chose de lui-même, pour écrire ce qu'il a écrit et développer la pensée qu'il a développée, qui est, au sens, une pensée très importante. Et librement, sans rendre de compte à personne, jamais à personne. C'est une histoire de type entre lui et lui, la façon dont il pense la chose et qu'il la conçoit, il la dit, il la fabrique. Bon. Eh bien, à partir de 1917, c'est fini. Révolution russe. 4-5 ans plus tard, Mussolini prend le pouvoir. Les deux totalitarismes sont en place dès le début des années 20, le communisme et le fascisme. La majorité des intellectuels vont adhérer au communisme ou au fascisme ou aux deux, à l'un, à l'autre ou aux deux, souvent. Passant de l'un à l'autre, on a oublié l'histoire, mais hélas, bon. Et la majorité des artistes, des écrivains, des intellectuels, peu ou prou, ont cessé de penser librement à partir de 1920. C'est pour ça que ce XXe siècle tragique, ce siècle de la Shoah, c'est aussi le siècle du mensonge des intellectuels. Ils ont menti. Quand la réalité ne leur convenait pas, ils n'en ont pas parlé. Ils ont dit autre chose. Ils ont été dans le déni. Mais une part énorme de la littérature universitaire et romanesque même, et non dite, poétique, Aragon, tout ça, ils ont fermé leur gueule. Et ils n'ont pas fait leur travail de clerc. C'est le siècle de la trahison des clercs. Et c'est aussi ce que j'ai voulu dire dans ce livre, les conséquences que ça a eu sur nous, cette trahison, cette habitude du mensonge, du type qui, dans une idéologie, donc dans sa secte, donc qui forcément a cette identité victimaire d'être dans sa secte. Le nazi, c'est un type qui est victime. Il est victime du traité de Versailles, il est victime il est humilié, le peuple allemand, etc. C'est des trucs sinistres, des trucs de curés morbides qui finissent très très mal. C'est ça aussi dont je voulais parler quand je parlais de la fantaisie, quand je parlais du plaisir qu'on a à défendre les causes. C'est des gens qui sont dans un combat meurtrier. Mais les poètes, les gens qui se sont fait avoir plus ou moins, donc bonne majorité hélas, au XXe siècle par ces idéologies-là, nous ont légué un siècle où il y avait des gens extrêmement intelligents, très brillants, très talentueux, qui ont bradé leur talent, qui ont castré leur génie. Je pense même que, par exemple, je raconte mon histoire avec Godard, je pense que même Godard est un cas de génie du cinéma qui a fait une œuvre qui maintenant intéresse très peu de monde, bien sûr, parce qu'il n'a pas été, il s'est empêché, alors qu'il avait tout. Aragon avait tout pour être le Victor Hugo du XXe siècle, tout, sauf le courage. Alors là, le courage, oui, le courage de penser librement. Jamais ils ont pensé librement, jamais. Ils ont toujours rendu des comptes. Dans les années 68-70 que vous racontez, les étudiants se battaient pour la liberté. Aujourd'hui, dans les facs, on interdit à des intellectuels de s'exprimer, on interdit des spectacles. Comment vous regardez ça? Ça va être ma dernière question, et ensuite on partira en chanson. Mais la censure, vous savez, quand il y a des attentats, on répugne toujours à nommer ce qui a provoqué l'attentat. Donc on attend plusieurs heures, voire plusieurs jours pour parler de l'islam, la religion, le musulman.
Alors on m'a dit oui, mais l'islamisme. Oui, mais l'islamisme, ça vient de l'islam. D'ailleurs, le mot le dit. Donc il y a un problème au sein de l'islam. Si l'islam produit de l'islamisme, c'est qu'il y a un problème dans l'islam. Enfin, j'ai discuté avec suffisamment d'imams qui sont d'accord avec ça pour pouvoir le dire sans choquer personne. Bon. Donc on ne veut pas nommer. On ne veut pas nommer. La censure, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est une vraie question. Pendant des siècles, la censure, c'était le pouvoir royal, c'était le pouvoir religieux. Il y avait, quand on publiait les livres, le nihil obstat, l'imprimatur, et donc il fallait des autorisations, il fallait un contrôle, il y avait une censure. On voit bien comment l'encyclopédie a été emmerdée Diderot et d'Alembert pour publier leurs planches. Donc la censure, c'est un truc réel, c'est une administration, c'est des censeurs, ils ont des lunettes, des stylos, ils biffent, ils baffent, et puis ils envoient au tribunal, ceci, cela. Bon, depuis 1881 en France, les lois sur la presse, il n'y a plus de censure. Il n'y a plus de censure institutionnelle. À part la parenthèse de Vichy, on vit dans un pays où la liberté d'expression est garantie par la loi. Et moi qui suis passé peut-être 22 ou 23 fois devant la 17e chambre correctionnelle de Paris, qui est spécialisée dans les affaires de presse, je peux vous dire que les présidents, en général, les présidentes, sont des défenseurs de la liberté d'expression. Ce n'est pas une chambre de censure, c'est une chambre, au contraire, qui, sans cesse, est au service de la liberté d'expression. Donc, où elle est, la censure? Si on veut y faire quelque chose, il faut la nommer, la censure. Le fait qu'on puisse plus dire ceci, qu'on puisse plus dire cela. Les attentats de Charlie Hebdo n'ont rien à voir. Je ne dis pas qu'ils sont aussi tragiques, aussi horribles, regrettables, mais sont de nature différente avec le Bataclan. Parce que le Bataclan, ils ont voulu tuer des jeunes. C'était une censure aveugle. Ils ont voulu faire un massacre de la jeunesse qui s'amuse, etc. Bon. Il y avait une cible comme ça. À Charlie Hebdo, la cible, c'était des gens qui s'expriment. C'est des gens qui font des dessins. Et des textes. Et ils ont été tués pour ça. Ça n'a rien à voir. C'est un meurtre politique. C'est un assassinat politique. Donc, ça a foutu les jetons à tout le monde, évidemment. Donc, les gens, ils se tiennent un peu peinards sur pas mal de questions maintenant. Alors, c'est vrai aussi pour la façon dont on parle de l'écologie, des femmes, de l'homosexualité. Enfin, il y a des tas de sujets qui deviennent presque impossibles voilà, ça devient parce qu'il ne faut pas dire ci, il faut dire comme ça, etc. Enfin bon, bref. On enlève les cigarettes sur les photos historiques, enfin bon, des trucs, la censure, quoi. Mais qu'est-ce que c'est que cette censure? C'est pas l'État, c'est pas l'Église, c'est pas le pouvoir, c'est pas les tribunaux. Alors où elle est, la censure? Elle est dans le peuple. Donc il faut nommer le censeur. Le censeur, il est dans le peuple. Dans le peuple qui s'est fragmenté en communautés qui revendiquent chacun un langage qui, soi-disant, les respecte. Donc, pas le même que celui du voisin, pas le même, etc., etc. Et au risque même de commettre un crime, ou alors de nuire gravement à la réputation de quelqu'un, en faisant des campagnes sur Internet. Donc, il y a une censure qui vient des minorités et qui tyrannise la liberté d'expression aujourd'hui. Il faut la nommer, il faut parler de ces communautés, il faut lire, il faut voir au nom de quelle identité malheureuse, parce qu'aujourd'hui, le mieux porté aujourd'hui, c'est d'avoir une identité malheureuse. Donc, au nom de quelle identité malheureuse on censure des gens, des artistes, on empêche Carmen, je ne sais pas quoi, enfin des trucs, mais qui sont juste aberrants. Les blackface, le théâtre, il commence avec des masques. C'est l'essence du théâtre, d'être un autre derrière le masque. Si on enlève ça, on enlève tout le théâtre. Mais on ne se rend pas compte que notre monde est bâti, notre monde civilisé européen où les gens se respectent et s'aiment un peu quand même, il vient du fait qu'il y a eu le théâtre. Avant le théâtre grec, on tuait des gens et des animaux sur des autels. À partir du moment où il y a eu le théâtre, on a fait semblant de tuer, on a salué à la fin, les morts se relevaient. Ça a été un grand progrès. Si on enlève le théâtre, on va s'assassiner, c'est évident. On va recommencer à faire des meurtres rituels. Le mal ne s'en va pas comme ça. Donc, la censure, il faut en parler à condition de nommer les censeurs. Il faut nommer les choses. Voilà. Tu finiras clochard comme ton Zola.